Aujourd'hui, c'est moi qui me prête au jeu de l'interview. Jeanne Guillaume, éducatrice Montessori et pigiste pour plusieurs médias sur le sujet de l'éducation, m'a contactée pour évoquer la manière dont je pouvais vivre la pédagogie Montessori à la maison, l'inspiration au quotidien, les astuces et aménagements. Nous avons aussi évoqué mon parcours de maman dans les pédagogies et plus globalement l'apprentissage informel avec mes 3 enfants. Cette interview a donc été réalisée par Jeanne Guillaume pour le site guide-montessori.fr et c'est elle que vous entendrez se présenter au tout début de l'interview. Bonne écoute et je serai ravie d'entendre vos commentaires et vos manières de faire chez vous, avec vos enfants scolarisés ou non, avec Montessori ou autre, car ce qui m'importe, c'est avant tout le dialogue, l'inspiration mutuelle et l'autonomie de chaque famille dans ses propres choix. Si je commence par me présenter, moi je suis formée à la pédagogie Montessori en 3-6 ans. Je me suis d'ailleurs formée aux États-Unis, euh, mais j'ai exercé en tant qu'enseignante. Actuellement, je travaille en fait comme journaliste pour plusieurs organismes. Donc, il y a le Guide Montessori, c'est un site. Il y a le Fonds Éducation Plurielle. Public Montessori, c'est une association. Et aussi le centre de formation ERAM Montessori. Et comment vous souhaiteriez vous présenter du coup par rapport à cette interview? D'origine, je viens du monde des ressources humaines en fait, et j'avais commencé à travailler en France et puis je suis partie en Égypte faire un volontariat international dans une entreprise, enfin sur un projet de construction. Et en fait, je me souviens qu'un des expatriés, du coup, je m'occupais beaucoup des expatriés et je connaissais vraiment tout sur leur vie, quoi, leurs enfants, les écoles où ils allaient, etc. Et donc, je discutais avec un des expatriés qui avait changé son petit garçon de 3 ans d'école et qui l'avait mis dans une petite école Montessori. Et en fait, je me souviens qu'il me racontait comment ça se passait et ça m'avait semblé vraiment incroyable. Il me disait, mais tu verrais ça, c'est génial. Il prend son petit plateau d'activité, il s'installe et puis c'est lui qui choisit ce qu'il fait. Et je sais pas, la manière dont il m'en a parlé, enfin voilà, ça a vraiment attiré mon attention. À l'époque, je n'étais pas du tout maman, je ne pensais pas du tout, mais je trouvais ça vraiment chouette. Du coup, quand je suis moi-même tombée enceinte peut-être 2 ans plus tard, et ben, je me suis intéressée à ça et j'ai commencé par le livre de Muriel Lefebvre qui s'appelle Montessori pour les bébés. Et j'ai trouvé que c'était un petit livre, vraiment une super synthèse pour commencer. Et voilà, c'est vrai que je crois que c'est par là que je suis vraiment rentrée là-dedans. Et après, donc, j'ai cherché des ressources. Après, je me suis formée avec Muriel, justement, aux 0-3 ans et 3-6 ans. Et puis, du coup, j'ai mis en pratique en partie, voilà, avec mes enfants. J'ai fait un stage aussi dans une école alternative d'un mois à La Réunion, quand je me suis formée aux 3-6 ans. Et puis après, bon, après dans mon parcours de maman, je me suis intéressée à pas mal d'autres pédagogies. Mon fils a été dans une école Montessori pendant un an. Il a aussi été dans une école plutôt Reggio. Enfin, c'était plutôt un jardin d'enfants qu'une école. Et il a été aussi 6 mois à La Haye quand on était aux Pays-Bas. L'école Reggio, c'était en Égypte. L'école Montessori, c'était en France. Et l'école Waldorf, c'était aux Pays-Bas. Donc, pendant 6 mois, donc voilà, ça me permet aussi de découvrir cet univers-là que je connaissais un peu plus parce que quand j'étais enfant, j'avais des amis qui allaient dans des écoles Waldorf déjà. Et puis, je me suis beaucoup intéressée voilà, à tout ce qui était pédagogie, pédagogie alternative, pédagogie nouvelle, apprentissage autonome. Voilà. Et j'ai expérimenté des choses aussi avec mes enfants. Et puis, j'ai beaucoup exploré, quoi, été visiter des écoles, des ateliers, enfin voilà. Et puis donc, en décembre dernier, quand il y a eu enfin voilà, quand j'ai entendu parler pas mal de ce projet de loi qui visait à limiter la liberté éducative, j'ai j'ai eu envie de proposer quelque chose qui fasse connaître un peu plus d'autres possibilités que l'école classique. Et donc, c'est pour ça que j'ai organisé le sommet de l'éducation en avril, et puis qui était passionnant, qui m'a permis de rencontrer des gens vraiment intéressants. Et, et voilà. Et donc, mes enfants ne vont pas à l'école pour le moment. Et puis, donc, à la maison, oui, on utilise Montessori, mais c'est pareil, c'est pas de manière très formelle, en fait. C'est vraiment un appui au quotidien. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que Maria Montessori, elle m'a vraiment accompagnée comme maman, en fait. J'ai bien aimé lire ses livres et ça m'a vraiment beaucoup nourrie, en fait. Je voudrais juste retourner, si ça vous embête pas. Du coup, je comprends qu'il y a un de vos enfants qui a 7 ans, c'est ça?
Oui. Et l'autre 11 mois. Il y en a entre les deux peut-être. Et il y a aussi, oui, Colline qui a 4 ans et demi entre les deux. 4 ans et demi. Donc, pour le petit, je pense que la question ne se pose pas. Mais pour vos deux grands, ils ont été plutôt une majorité du temps scolarisés ou ils étaient plutôt à la maison? Alors, Colline, elle n'est jamais allée à l'école et Adrien, en fait, donc il a été, on va dire, une petite année dans un jardin d'enfants, comme je disais, qui était d'inspiration Reggio Montessori, qui était en Égypte. Vraiment très, très chouette parce qu'il pouvait vraiment passer beaucoup de temps dehors. Il y avait des... En fait, ça marchait par salle à thème. Donc, la salle musique, la salle jeu d'imagination, la salle construction, la salle d'art et il a quand même bien aimé. Et puis, donc, il a été une année, pareil, une petite année, c'était pas complet encore, mais dans une école Montessori. Et puis, aux Pays-Bas, en fait, l'école est obligatoire, pas seulement l'instruction, mais l'école. Ce qui fait D'accord. qu'il a dû aller 6 mois jusqu'en mars, quand les écoles ont fermé. En fait, elles ont fermé comme en France, même si on n'était pas confinés. Donc, jusqu'en mars, il était allé à l'école, donc de septembre à mars. C'était une toute petite école, donc c'était la deuxième rentrée. Et dans sa classe, ils ont commencé à 6 ou 7, tous d'une nationalité différente. Donc, c'était assez rigolo. Euh, Ok. donc en 7 ans, c'est pas énorme, mais il a quand même été scolarisé. Donc, ok. Et là, ça fait combien de temps qu'il est à la maison? Voilà, ça fait plus d'un an et demi du coup. Ça fait plus d'un an et demi depuis la fermeture des écoles aux Pays-Bas, c'est ça. Oui, Ok. ça, et puis après, c'est vrai on est parti de l'AE 6 mois plus tard, et après, en fait, on est arrivé en France, mais on ne savait pas qu'on allait rester 5 mois en France. Donc, ça s'est fait petit à petit, outre le fait qu'on était, enfin, moi, et mon mari aussi, on était tout à fait convaincus du fait que être sans école, ça pouvait aussi avoir des gros avantages. Enfin voilà, je ne fais pas de prosélytisme pour ça, en fait. Moi, c'est important. C'est en fait selon les familles, selon les périodes, selon les ressources qu'on a autour de soi, on fait un peu aussi comme on peut et en fonction aussi des enfants, même si c'est sûr qu'ils sont parfois petits pour choisir, mais on peut quand même les écouter, je trouve. Et, euh, et voilà. Et puis donc oui, on est resté 5 mois en France en attendant les documents enfin, les visas, etc. Et quand on est arrivé en mars, c'est vrai qu'on ne s'est pas précipité sur les écoles non plus, quoi. Donc ça fait que de fil en aiguille, ouais, ça fait un an et demi. Et là-dedans, vous avez réussi à organiser un sommet avec, Oui, ouais, c'était sportif. J'ai pas beaucoup dormi. j'imagine, avec le bébé en plus. Mm. Ok. Super. Euh, du coup, voilà, je reviens à ce que vous disiez. Maria Montessori, elle vous a plus accompagné en tant que maman, vous disiez. C'était une de mes questions finalement chez vous. Est-ce que, vous y avez répondu, peut-être vous voulez développer, est-ce que Montessori, c'est plus un accompagnement dans la parentalité, a priori c'est le cas, que vraiment une méthode d'instruction comme vous pourriez l'appliquer dans l'instruction en famille? Bah, en fait, c'est les deux parce que bah, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, je veux dire, comme justement, ma vision des choses, c'est que les enfants apprennent vraiment, et même pour moi, les adultes en grande partie, on apprend vraiment dans la vie, en fait, juste en vivant. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, que les enfants sont des éponges et qu'ils apprennent en s'inspirant de l'environnement qui est autour d'eux. Du coup, pour moi, il n'y a pas, non, il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. Mais c'est vrai que oui, on ne se met pas 2 heures par jour dans une salle avec du matériel Montessori. Je dirais que quand mon aîné était très petit, je me suis inspirée des environnements Montessori. Il avait son miroir, son tapis, ses petites étagères avec du matériel que je trouvais globalement voilà, dans les vides-greniers et tout. Hein. J'achetais pas du matériel cher, mais je m'inspirais beaucoup de ça. Et encore maintenant, je vois que dans ma manière d'organiser l'environnement, j'essaie que ce soit clair, que ce soit organisé, mais voilà, sans que ce soit rigide et puis je n'impose pas voilà, d'utiliser tel plateau ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quand même devenu de plus en plus souple. Et puis, il y a eu les apports voilà, de Reggio avec les loose parts, donc avec les matériaux. En fait, c'est des matériaux polyvalents. Par exemple, les caplas, ça peut être considéré comme ça. Des pommes de pin, des cailloux, des choses voilà, qui peuvent être utilisées à différents usages, comme un support pour l'imagination. Et d'ailleurs, mes enfants sont extrêmement créatifs. Enfin, je m'en rends compte parce que souvent on me dit mais comment ils s'occupent et je vois qu'ils peuvent s'occuper absolument toute la journée, il n'y a aucun problème. Et que quand ils disent qu'ils s'ennuient, il suffit d'une minuscule suggestion pour que ce soit reparti pour plusieurs heures. Voilà.
Donc, mais j'utilise quand même, par exemple, j'utilise le matériel des perles dorées. Quand je vois que c'est un peu flou dans leur tête, on prend du matériel qui est un peu, bah, voilà, le matériel Montessori, il est dit scientifique et c'est appréciable parce que du coup, ça remet les choses bien claires, etc. Et puis, je m'inspire de Montessori sur le fait d'utiliser le son des lettres, par exemple, et pas le nom des lettres. Ça peut être des choses comme ça. Euh, et puis après, c'est vraiment sur l'esprit de ce qu'elle disait, sur le fait d'être confiant dans l'élan de l'enfant à apprendre, le fait de ne pas se mettre en travers de ses élans aussi, d'être confiant que parfois l'enfant va faire des choses qu'on ne va pas forcément comprendre, dont on ne voit pas la finalité, mais qui sont vraiment qui sont intimement indispensables à son développement. Et c'est assez rigolo parce que je me souviens que dans un de ses livres, je crois que c'est dans L'Enfant, elle parle d'un petit garçon qui transporte des serviettes pliées d'un bout à l'autre de la pièce et qu'elle disait que tant mieux que personne ne l'avait vu, sinon il aurait été certainement empêché. On lui aurait dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Et je me souviens de mon fils à presque 2 ans, on était partis en vacances et donc il y avait une petite cour avec des briques et il a fait exactement ça. Il a transporté ses briques d'un bout à l'autre de la cour soigneusement. Et voilà, d'avoir cette conscience-là que c'était vraiment précieux pour lui, ça permet aussi, enfin je veux dire, n'importe quel parent bienveillant aurait trouvé ça mignon, il l'aurait laissé faire, mais c'est vrai que en plus d'avoir la conscience que c'était vraiment précieux pour lui, ça fait que j'étais vraiment ravie de voir ça, quoi. Voilà, donc c'est une attitude d'observation sans être tout le temps sur eux. Et ils ont beaucoup aussi de temps où je ne sais pas du tout ce qu'ils font et tant mieux, quoi. Mais d'être dans l'observation, dans le soutien, j'essaie comme font beaucoup de parents qui font le homeschooling, on voit un peu quels sont les intérêts et on essaie de les suivre et de les nourrir. À une époque, j'étais beaucoup plus voilà, à imprimer des cartes plastifiées sur les sujets et tout. Maintenant, je fais de moins en moins. Honnêtement, c'est beaucoup plus informel. On lit des livres, on discute beaucoup en fait quand ils sont intéressés par un sujet. On discute beaucoup et quand je ne sais pas, bah, j'essaie d'aller chercher des informations. On essaie de trouver un documentaire. Euh, on essaie de limiter les écrans, mais le mercredi, ils ont droit à un C'est pas sorcier chacun. Ils adorent, donc ils apprennent plein de choses par C'est pas sorcier ou parfois par d'autres documentaires sur la nature. Et au début, j'étais un peu sceptique, mais je me rends compte qu'ils apprennent vraiment plein de choses, que ça leur arrive. Là, récemment, on se baladait au bord de la mer et puis ils me disaient, mais tu sais ce que c'est là, ces petites boulettes là? Et ben en fait, c'est le crabe qui mâchonne le sable ou je ne sais quoi. Enfin, ils m'ont expliqué tout un tas de choses que je ne savais pas et ils l'avaient appris grâce à un documentaire. Je me dis, bon, bah, ça fonctionne alors. Et bon, après, le but, c'est pas de leur mettre plein de connaissances dans la tête, mais je trouve ça vraiment, et comme disait Maria Montessori, c'est l'enfant a vraiment l'élan aussi de comprendre le monde autour de lui et de s'y insérer. Et donc, pour moi, ça, par contre, c'est quelque chose que je suis beaucoup avec Montessori, c'est les grands récits, en fait. Et parce que je trouve que c'est tellement précieux, même en tant qu'adulte. Je me souviens, avant d'avoir des enfants, j'avais lu la collection La plus belle histoire du monde, la plus belle histoire des plantes. Parce que je trouve qu'avoir une vision globale sur l'origine de la Terre, de l'humanité, ça, ça a quelque chose qui est passionnant déjà intellectuellement et puis qui nous permet de vraiment nous situer, de nous resituer en tant qu'humains. Et ça, c'est quelque chose que je garde en tête en fait avec mes enfants, de leur donner des clés, de leur donner des informations pour qu'ils puissent comprendre le monde autour d'eux, à la fois en termes vraiment naturalistes, que c'est une part très importante de ce que je fais avec eux, c'est d'être juste dehors, même sans expliquer quoi que ce soit, mais d'être dehors. Et c'est quelque chose que Maria Montessori disait, et je trouve qu'il n'est pas beaucoup mis en valeur dans les écoles ou quand on parle de Maria Montessori, mais elle le dit vraiment que la nature, c'est vraiment précieux, important. Elle dit, par exemple, de laisser les enfants dehors dans des landeaux, comme on fait beaucoup dans les pays du Nord. Donc la nature, voilà, c'est très important pour nous. Donc des repères naturalistes, pas forcément quand on est dehors, quand on est dehors, ils jouent librement, mais de lire des livres sur la nature, sur les animaux, etc. Et puis, au-delà de ça, voilà, l'histoire du monde, l'histoire des humains. Là, en ce moment, on a un super livre sur la préhistoire et ça les intéresse beaucoup. Ça peut être l'histoire de l'alphabet, l'histoire du temps et des horloges, enfin, de donner des repères comme ça. Et il y a toute une collection de la librairie des écoles qui est très chouette aussi, avec la petite histoire de l'architecture. Ça s'appelle Je suis un village, c'est l'histoire de l'architecture. Je suis une forêt sur une introduction à l'écologie. Je suis un peu en chocolat, une introduction à l'économie. Et à chaque fois, ça permet voilà, d'avoir des grands repères, même s'ils prennent ce qu'ils prennent à l'âge où ils ont. Je sais bien que ma fille de 4 ans, elle ne prend pas les mêmes choses que mon fils de 7, mais petit à petit,
ça fait son chemin. Et ça, pour moi, ça vient vraiment de Montessori. Mais bien sûr, en étant consciente, je sais, enfin, elle aussi, elle s'est inspirée, elle a synthétisé beaucoup de choses qui étaient dans l'air de son temps, et puis on a retenu ce qu'elle, elle a apporté. Mais néanmoins, je trouve qu'elle a eu beaucoup d'intuitions qui sont confirmées maintenant par les neurosciences, notamment, parce qu'on aime bien tout prouver avec les sciences, sinon c'est, voilà. Mais donc, tant mieux, ça prouve que sur beaucoup d'aspects, en fait, elle avait vu les choses. Elle avait vu à quel point l'enfant a cet esprit absorbant, à quel point tout se fait en fait de manière souvent très invisible pour l'adulte. Et c'est important d'être patient aussi. Parce que si on veut absolument que l'enfant sache compter ou sache écrire son prénom à tel moment, finalement, on peut empêcher le développement d'autres choses qui se font par ailleurs, ou on peut ne pas voir que peut-être ça se passe sans qu'on le voit, mais qu'à un moment, tout d'un coup, ça explose et que tout d'un coup, voilà, l'enfant va savoir peut-être quasiment lire ou écrire sans même qu'on s'en soit rendu compte. Et moi, je l'ai vu pour beaucoup d'aspects. Je pouvais m'inquiéter sur un truc ou l'autre et tout d'un coup me rendre compte qu'en fait, c'était acquis naturellement parce qu'on en avait parlé, parce qu'il y a eu quelque chose qui l'avait vraiment intéressé. Ou parfois on fait l'effort là sur la droite et la gauche. Ça fait des années que je dis à mon fils que c'est utile, notamment on fait beaucoup de vélo, donc j'ai besoin qu'il sache. Et donc je me suis rendu compte que c'était pas acquis l'autre fois. Et je lui dis mais c'est dangereux parce que moi parfois j'ai besoin de te dire vite à gauche, si tu pars à droite, on fait comment? Alors du coup on a fait un petit jeu dans la maison où il était un robot et je disais à droite et à gauche, on a fait ça une fois et là ça y est en fait c'est bon. Donc parfois voilà il faut un peu voilà, s'y mettre un tout petit peu, mais comme ça a fait son chemin pendant très longtemps, il n'y a pas besoin de beaucoup, en fait. Donc, vous intervenez en fait selon les opportunités voilà, de la vie courante, les demandes. Oui, Okay. au maximum, oui. Et en effet, j'avais envie d'aborder ce thème-là parce que les lecteurs du site sont friands, comme vous l'étiez, de tous ces matériaux pédagogiques, etc. Et depuis que j'écris pour le site, j'ai essayé de montrer que ce qui était important au départ, c'est pas d'acheter tel ou tel matériel, mais c'est vraiment tout est dans la posture, dans le regard qu'on a sur son enfant, la confiance qu'on lui accorde, et surtout si l'enfant est scolarisé, parce qu'il y a beaucoup de familles qui lisent ces articles, leur enfant est scolarisé, mais ils ont envie d'en faire beaucoup plus à la maison. Donc voilà, ils disent quel matériel je dois acheter. Donc, pour prendre votre exemple, parce que c'est aussi le but avec ces interviews, c'est voilà, voir dans une famille comment ça peut être appliqué à la maison. Donc, vous m'avez expliqué que vous étiez plutôt dans la posture et dans toutes ces clés que donne Maria Montessori. Au niveau du matériel, est-ce que vous diriez que vous en avez énormément? Est-ce que ça se limite à quelques petites pièces clés? Vous avez dit que vous parliez des perles dorées. Est-ce que vous avez l'impression vous d'en avoir beaucoup? Ou au début, par exemple, vous en avez acheté beaucoup puis vous vous rendez compte que ce n'est pas utile? Comment vous l'expliqueriez? Non, je n'ai pas acheté tant que ça. On a les perles dorées, on a un alphabet mobile. J'ai une boîte avec les triangles constructeurs aussi. Mais finalement, pour le moment, ça ne sert pas tant que ça. Mais je sais qu'à un moment donné, ça servira. Là où je vois qu'il y a des concepts qui restent fumeux, en fait, tant qu'on ne les manipule pas, je trouve que c'est vraiment précieux d'avoir le matériel. On a les solides géométriques bleus aussi. Et en fait, associé à ça, j'ai trouvé un matériel qui permet en fait de faire comme des patrons. C'est comme ça permet d'ouvrir les solides en forme de patron. Voilà, et ça nous sert beaucoup parce que tout simplement, quand on va dans la nature, etc., du coup, je peux leur dire, tiens, ça a la forme de quoi? Tiens, ça a la forme d'un cône, etc. Bon, après, je veux dire, c'est pas indispensable, mais pour avoir des bonnes bases, je trouve, sur certains sujets, c'est pas mal d'avoir du matériel qui est bien calibré, comme j'avais acheté quelques puzzles botaniques. Bon, au final, ça, je dirais qu'on peut s'en passer, mais bon, voilà, c'est utile quand même. Par exemple, pour la fleur, de savoir comment une fleur est faite, pourquoi pas. Mais après, dans le matériel, je dirais que c'est des petites choses aussi qu'on récupère à droite à gauche dans les vides-greniers, etc. Ça peut être des petites cruches pour faire les versets, ça peut être un grand miroir. Voilà, pour les enfants, c'est quand même super chouette d'avoir un grand miroir, pour les petits, même quand ils sont plus grands. Mais après, moi, ce que je vois, c'est qu'aussi dans la nature, il y a énormément de matériel, en fait. Et quand je suis rentrée d'Égypte, parce que
en Égypte, au Caire, c'était assez particulier quand même. C'est un milieu qui n'est pas du tout naturel. Enfin, il y a des jardins, etc. Mais bon, bref, la nature n'est pas La accessible. nature est un peu hostile. Bah, le désert, oui, et puis dans la ville, c'est très fleuri, mais je veux dire, après, il faut aller dans les jardins. Enfin, bon. Et donc, quand je suis rentrée en France et qu'il y avait cette profusion de pommes de pin et de cailloux, j'étais complètement dingue. Les gens me prenaient pour une folle, mais c'est pas grave. Et du coup, là, j'ai vu à quel point, avec ça, en fait, les enfants, ils apprennent énormément de choses. Enfin, je veux dire, compter des pommes de pin, ça vaut aussi bien que compter des perles dorées, hein, c'est pas le problème, quoi. Mais je veux dire, je sais que Enfin, je pense que c'est aussi en fonction des adultes et de ce qu'ils ont envie de transmettre, en fait, tout simplement. Moi, j'ai une amie qui construit elle-même son matériel. Par exemple, les tables de Seguin, elle les a fabriquées en carton. C'est superbe. Et c'est vrai que c'est probablement quelque chose aussi de très précieux. Enfin, de toute façon, tout le matériel Montessori est superbe, hein, c'est pas le souci. Il y a plein de choses qu'on peut fabriquer soi-même aussi. Moi, j'avais fabriqué sur des petits cartons, par exemple, justement les formes géométriques avec du feutre orange. Et ça m'a rien coûté. Et ils ont adoré ça. Et même les enfants qui venaient chez moi, je ne sais pas pourquoi, ils adoraient ce matériel-là. Bon, voilà, parfois, c'est pas besoin de choses extraordinaires, quoi. Et il y a des petites choses toutes simples aussi, comme la tour d'observation. Bon, il faut la fabriquer, hein, mais c'est pas long à fabriquer. Et ça c'est des heures et des heures de super moments derrière, quoi. Parce que justement, par la cuisine, tout le monde le dit, mais c'est vrai que par la cuisine, on peut apprendre plein de choses en termes mathématiques, puis même le plaisir de faire des choses ensemble, de faire soi-même. Faire soi-même, pour moi, c'est vraiment hyper important dans l'éducation parce que ça donne du pouvoir et puis ça montre aussi comment les choses qui sont autour de nous sont fabriquées. C'est pas un miracle, enfin, elles n'arrivent pas comme ça toutes seules. Souvent, j'explique à mes enfants le nombre de personnes qu'il a fallu, ne serait-ce que pour qu'ils aient, je sais pas moi, un avocat dans leur assiette, quoi. Ah oui. C'est presque un miracle en fait. Enfin, sauf si on a un avocatier dans son jardin. Voilà, on a un potager. Ça, c'est partie des choses toutes simples qu'on peut faire. On n'a pas besoin de faire un truc extraordinaire. Le mien, il est plein d'herbes et voilà. Mais ils peuvent aller cueillir leurs tomates cerises et leurs concombres. Enfin, donc, ouais, la tour d'observation, c'est vraiment un truc top. Ça n'existait pas, moi, quand mes filles étaient petites. En tout cas, c'était Ouais. pas aussi démocratisé. Donc, je découvre ça. Et en effet, les parents sont unanimes sur, Ah oui. Ah non, mais ouais. sur, le côté indispensable de la tour d'observation, notamment Oui, dans la vie. c'est un truc à construire, je dirais, c'est ça. Hein, parce que surtout si on passe, voilà, si on passe beaucoup de temps avec ses enfants et qu'on aime faire des choses avec eux, bon, si on déteste cuisiner, évidemment, c'est autre chose, mais bon, en général, on cuisine un minimum parce que tout le monde mange 3 fois par jour. Donc, ouais. Et puis, ça permet d'être tranquille aussi parce que moi, je me souviens que ma petite fille, ma deuxième, elle a marché à 10 mois. Et du coup, on va dire à 5-6 mois, elle tenait déjà bien debout. Et donc, hop, à 5-6 mois, elle pouvait déjà être dans sa tour d'observation et regarder ce qui se passait. Donc, et sans que j'ai peur qu'elle tombe en arrière, parce que quand même, quand ils sont très petits, Ouais. on n'est pas Ah, 6 forcément mois, rassurés. ouais. Ouais. Et du coup, j'en profite. Est-ce que, comme je peux pas être chez vous visiter, est-ce que alors peut-être cette visite, elle se situerait pas aujourd'hui. C'est à vous de savoir ce qui est le plus pertinent. Mais est-ce qu'on ferait un petit tour virtuel comme ça, en esprit de votre environnement et qu'on puisse voilà, donner des exemples de petits aménagements comme ça, inspirés de Montessori aux parents qui nous lisent? Ça vous dit? Alors, du coup, on rentre par la porte d'entrée et puis vous me faites un tour. D'accord. Ouais, je regardais juste parce que j'ai pris quelques notes de choses à pas oublier. Et oui, il y avait juste un ou deux trucs que je voulais dire avant. C'est que il y a des choses qui me semblent importantes dans ce qu'a dit Montessori, c'est le fait de prendre le temps. Et je me souviens qu'elle racontait l'histoire d'un papa japonais qui se promenait avec son petit garçon et puis il s'arrêtait tous les 3 pas pour faire rien. Enfin, je veux dire, le petit garçon, juste il tournait autour de son papa et tout. Et ça m'a tellement marqué parce que je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas compliqué en fait parfois d'être parent ou d'accompagner son enfant. C'est juste de prendre le temps en fait. Donc ça paraît fou, mais comme ça me fait rire, comme le nombre de personnes qui disent, voilà, on fait du coaching et tout, la première chose qu'on dit, c'est respirer. C'est très basique, mais on n'y pense pas. Donc voilà, ça c'est un truc. Et puis aussi le fait de bouger.
le fait de laisser les enfants bouger, en fait, d'être en mouvement. Ça, pour le coup, d'aller en nature, pour moi, ça répond à tellement de critères que voilà, mais même, voilà, même d'aller au parc, etc. Enfin, et maintenant, c'est pareil, on y revient à ça pas mal, l'importance du mouvement, etc., dans les apprentissages. Mais c'est tout bête, juste laisser les enfants être mobiles et pas vouloir absolument les asseoir, même pour écouter une histoire. Je me souviens que j'avais écouté une histoire quand mon fils était tout petit dans une bibliothèque et la dame disait laissez-les bouger, ils entendent quand même l'histoire, c'est pas la peine qu'ils soient assis devant vous et qu'ils aient l'impression d'écouter, ça c'est pas un souci. Ça, et puis le mélange des âges, bah, justement, dans une famille, je trouve que c'est le bon côté que c'est facile. Et que moi, je vois à quel point c'est précieux aussi. Parce qu'en fait, ils travaillent chacun comme des compétences différentes, en fait. En s'occupant d'un plus petit, évidemment, le plus petit, on voit bien qu'il bénéficie du fait d'avoir les deux plus grands. Mais même les plus grands, en fait, du fait de s'occuper d'un petit, ça leur apporte tellement. Et puis, mon fils, parfois, explique des choses à ma fille. Je l'entends, en fait, réexpliquer des choses quand ils ont écouté dans un documentaire. Il dit, non, mais tu vois, ça, c'est parce que... Et je trouve que c'est génial, quoi. Et donc, oui, dans la maison. Alors, bon, on n'est pas complètement aménagé, hein, on ne va pas se mentir. Ouais, c'est pour ça que je dis peut-être que c'est une maison précédente ou voilà, des petits aménagements que vous avez fait au cours du temps. J'imagine que ça a bougé aussi avec l'âge de Oui, vos enfants. oui, voilà, Mais c'est ça aussi, voilà, forcément. des petites choses simples dont on peut s'inspirer, des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément tous. Ouais. Euh, Bah, nous, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est de laisser, par exemple, dans la cuisine, de laisser les assiettes et les couverts à hauteur d'enfant pour qu'ils puissent mettre le couvert. Parce que si on veut qu'ils participent, en fait, souvent, on a l'impression que les enfants ils mettent de la mauvaise volonté, mais c'est juste qu'en fait, ils ont peur de faire tomber quelque chose, de casser quelque chose, ou ils n'y arrivent pas. Et donc, si déjà on a ça en tête, en fait, on peut faire en sorte que les choses soient à leur portée. Par exemple, ici, on a négocié au début, ma fille avait peur de mettre les assiettes parce qu'elle avait peur de les faire tomber. Donc, on a dit, OK, bon, ben, c'est Adrien, enfin, c'est ton frère ou nous qui mettons les assiettes et toi, tu mets les couverts. Mais pendant un certain temps, ça a été un peu la lutte parce que, bon, on ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas participer jusqu'à qu'on comprenne qu'en fait, elle avait peur de faire tomber les assiettes. Donc, les assiettes sont dans un tiroir en bas. Bon, là, on a dû les remonter d'un étage que maintenant, le bébé fouille et donc, il enlève les assiettes. Donc, bon, il faut gérer ça aussi. Mais à La Haye, par exemple, oui, je me souviens qu'au lieu que les couverts soient dans le tiroir du haut, comme c'était plus pratique pour nous, on l'a mis dans un tiroir en dessous parce que du coup, ça restait accessible pour nous et c'était accessible pour les enfants. Voilà, ça, bah, voilà, pour tout ce qu'on veut qu'ils fassent, il faut que les choses soient bien organisées. Là, ils ont un petit, j'ai trouvé dans la maison, il y avait une sorte de un petit bac avec une poignée qui était censée servir visiblement pour la douche. Et nous, dedans, on a mis du matériel de nettoyage. Voilà, quand ils ont besoin de ramasser un truc qui est tombé ou parce qu'ils aiment bien nettoyer les vitres, du coup, ils peuvent utiliser ça. On a il y a une sorte de salon qui est pas très pratique en fait. On en a fait un peu leur pièce. Donc du coup, mon mari a construit avec juste des planches en fait et des tasseaux. Il a construit des grandes étagères. Je pourrais vous envoyer une photo. Des grandes étagères pour mettre leurs affaires. Et en fait, il leur a fait une sorte de petit bureau, mais qui est vraiment pile poil à leur taille du coup, qui est avec des petites chaises. Du coup, c'est vraiment un endroit où bah, je sais que ma fille elle lit énormément parce que je pense qu'elle s'y sent vraiment bien. Elle a toutes ses affaires et puis c'est à la bonne hauteur pour elle. Et puis après, du coup, le fait d'avoir des étagères qui vont haut, ça permet d'avoir en bas pour le bébé et puis un peu plus haut pour ma fille et encore plus haut, bah, éventuellement pour nous et puis pour mon fils. Donc, on fait comme ça. Quoi d'autre Après, au maximum, j'essaie de ranger par thématique. Donc, par exemple, tout ce qui est créatif, c'est rangé au même endroit. Et quand il y a quelque chose, un matériel que je vois qui pourrait servir en ce moment, etc., je le sors et je fais en sorte que ce soit accessible pour eux, sans que ce soit trop compliqué de comprendre comment sortir les choses. Et j'essaie toujours d'avoir en tête de leur dire dans quelle ordre faire les choses, que sinon, parfois, on va s'énerver parce qu'ils vont pas avoir fait les choses ou que ça va être taché ou quoi que ce soit, mais juste, ils savaient pas, en fait. On a mis, il y a quelques livres naturalistes et puis en fait, on a une collection de plumes, on a des petits trésors naturels là. Ce que j'aimerais bien faire à terme, c'est refaire ce que j'avais fait, c'est toujours avoir un petit espace table de la nature en fait, avec des petits trésors naturels. Bon là, c'est juste dans un plateau, mais ça peut être un peu plus. Il y a un petit espace aussi sur un petit meuble qui sert, c'est un petit grenier en fait qui sert à mettre les affaires pour sortir. Et dessus, en fait, il y a ça, c'est plutôt inspiré de Steiner, mais il y a des petits personnages en fait qui représentent chacun un jour de la semaine. Et puis, je me sers des étiquettes Montessori pour mettre les jours en fait. Donc, il y a les dizaines en bleu et puis les unités en vert. Et tous les matins, en fait, on change pour dire que c'est le jour d'après. Et ce que je voudrais refaire, parce que là, je ne l'ai plus, mais c'est une roue en fait avec les mois de l'année.
Et pareil, ça, je le fais en carton avec une épingle parisienne, c'est rien du tout, quoi. Mais ça permet vraiment d'avoir des repères dans le temps et c'est assez sympa. Et puis de mettre là-dessus, de mettre des petits éléments qui rappellent la saison, qui rappellent la fête dans laquelle on est, parce qu'il y a plein de fêtes autour de l'année. Ça, chez Waldorf Steiner, c'est très mis en valeur. Et pour les plus grands, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé un bout du comptoir. J'ai réfléchi à ce qui était le plus simple. Et en fait, ils faisaient la cuisine sur les tabourets parce que c'est un peu une cuisine à l'américaine, donc ils faisaient la cuisine sur les tabourets, mais je trouvais pas ça pratique parce qu'ils devaient descendre, ils en mettaient partout avec leurs mains sales. Donc, du coup, j'ai libéré un autre bout du comptoir et j'ai mis juste des petits tabourets que j'ai trouvés dans des magasins de seconde main. Et du coup, c'est pile la bonne hauteur et ça marche super bien, en fait. Et comme c'est au bout, enfin bref, ça faudrait que j'envoie une photo, ce serait plus clair. Mais ça me permet, moi, d'accéder facilement sans avoir besoin de faire le tour. Et eux, ça leur permet de pouvoir, pareil, être mobile facilement et de pas en mettre partout. Et voilà, ça m'évite de m'énerver parce que les chaises sont toutes sales et eux, pour eux, c'est plus simple aussi. Donc, mais pareil, si on se pose pas la question 2 minutes, et parfois, il y a des choses qui sont pas très belles, enfin, je veux dire, qui sont pas idéales d'un point de vue esthétique, mais je veux dire, à un moment donné, moi, c'est ce que je dis, mes enfants, ils vivent là toute l'année, donc il faut que ce soit agréable à vivre et esthétique pour nous aussi, hein, c'est certain, et on a nos besoins aussi. Donc, c'est ce que je leur dis aussi. Par exemple, je veux pas leurs jeux qui traînent toute la journée dans le salon, parce que moi, je veux pouvoir mettre un pied devant l'autre. Donc, ils peuvent par moment, mais ils les rangent le soir. Voilà. Mais comme ils vivent là aussi, c'est important que l'environnement soit pratique pour eux. Pareil, dans la salle de bain, ils ont un petit tiroir avec toutes leurs affaires, brosse à dents, dentifrice. Il faut que ce soit accessible pour eux. Il y a des marchepieds partout, évidemment, parce que c'est plus simple. Et du coup, j'ai une question à ce propos pour la tour d'observation parce que voilà, on m'avait demandé d'écrire là-dessus. Et pour moi, il y avait un obstacle, c'était que généralement, pour qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit lourde pour qu'elle bascule pas. Et du coup, on est d'accord que c'est pas l'enfant de 10-15 mois qui la bouge tout seul, en tout cas pas loin. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour certaines ou pas pour d'autres. Et alors, dans ces cas-là, est-ce qu'on a 2 tours d'observation? Est-ce qu'on en a une dans la cuisine et une dans la salle de bain? Euh, ou alors, dans la salle de bain, on n'en a jamais eu. C'était plus des tabourets ou des marchepieds. Dans la salle de bain, après, l'idéal, c'est de pouvoir avoir quelque chose à la hauteur des enfants, en fait, si on peut. Après, c'est pas avec toujours un possible. petit réservoir d'eau ou quelque chose comme ça? Vous l'avez déjà fait? Non, ça, j'ai pas fait. Enfin, je trouvais ça un peu compliqué. Par contre, à La Haye, on avait une fontaine à eau. Et ça, c'est vrai que mon fils, dès qu'il a pu marcher, il a pu servir tout seul de l'eau. Et n'empêche que il avait des verres en verre et je me souviens pas, il en a peut-être cassé un, mais je veux dire, nous aussi, on en casse, quoi. Enfin, il n'a pas cassé plus que des adultes, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, ça fait peur au début quand même, de donner du vrai matériel, je trouve, aux enfants, parce que, bon, il y a de la casse, hein, c'est vrai, mais c'est très précieux pour l'apprentissage des enfants. Et pour la tour d'observation, ouais, dans la salle de bain, non, j'ai jamais fait, c'est juste des marchepieds. Je sais pas comment, ouais, ça a toujours bien marché au final. Et puis, par contre, ce que j'avais fait, par exemple, pour se brosser les cheveux et tout, ma fille, à La Haye, là, je l'avais mis dans sa chambre, il y avait une sorte de petite. Enfin, dans le mur, en fait, le mur était fait de telle sorte qu'il y avait une sorte de petite niche. Donc là, je lui avais mis un tout petit miroir avec une brosse et des élastiques pour qu'elle puisse faire elle-même, en fait. Et puis, pareil, je lui avais mis de l'eau micellaire avec des petites lingettes en tissu. Et donc, ça lui permettait de se débarbouiller le visage sans avoir besoin forcément de faire des acrobaties. Mais bon, elle a toujours grimpé, donc c'est vrai que. Bon. Et ça, c'est pareil, la gestion du risque, ça dépend des parents. Mais nous, je sais que quand elle était très petite, elle montait et descendait les escaliers. Les gens qui venaient chez nous étaient terrorisés. Et nous, on savait parce qu'on la voyait faire, on l'avait vu progresser. Donc, on n'était pas trop stressés. Et la tour d'observation, moi, ce que j'ai entendu comme inconvénient, et ça, c'est vrai que ça peut, c'est que ça prend de la place. Donc, dans une petite cuisine, c'est un peu galère parfois parce qu'il faut tout le temps la pousser d'un côté et de l'autre. Et ça, j'avoue que j'ai pas trop de solutions. Peut-être qu'il faudrait, je ne sais rien en fait. Il y en a qui sont pliables, hein, mais après, est-ce qu'elles Oui, sont voilà, aussi c'est ce que j'allais dire. stables que les autres? Je ne sais pas. Ouais. 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 Et si les enfants peuvent les pousser assez facilement, même ça sert aussi de trotteur. Hein. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit, Oui. pas de trotteur, mais pour s'entraîner à marcher. Ouais. Mettre des Ouais. patins en dessous, quoi. Mais puis après, ouais. Ok, super. Et juste pour revenir en arrière, vous parliez d'un plumier ou d'un petit plateau avec des choses de la nature. Ça, c'est quelque chose que... Ou alors, vous parlez aussi de sortir des choses un petit peu à thème. C'est vraiment vous qui agissez là-dessus, qui allez faire une proposition
ou ça vient comme ça? C'est les enfants qui rapportent des choses d'une balade ou qui ont deux. Ah oui, ils rapportent toujours trop de choses des balades, donc heureusement, je les encourage pas, parce que sinon, ça serait compliqué. Les plumes, au début, j'étais un peu réticente. Et puis, en fait, moi aussi, j'aime bien quand je trouve des belles plumes les ramasser. Du coup, on a fait un compromis qu'on essaye de se laver les mains après, voilà, quand on les ramasse. Et pour aller en nature, oui, parfois, il faut un peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils adorent toujours être dehors, mais pour sortir, comme beaucoup d'enfants, pour sortir, c'est compliqué. Enfin, surtout pour mon fils, l'idée de sortir de la maison, surtout qu'ici, si on va être dans les parcs, il faut prendre la voiture, donc ça, voilà, c'est 3/4 d'heure de route. Mais une fois qu'ils y sont, ils peuvent y rester des heures, je le sais. À La Haye, c'était plus simple. En fait, on prenait le vélo, on roulait à 15 minutes et on était dans la forêt. Donc, on l'a beaucoup fait. Et en fait, j'ai fait la formation passeur de nature d'Éveiller Nature, qui est une super formation, autant pour les éducateurs que pour les parents. Et à une époque, j'ai fait des propositions, mais je trouve qu'en fait, c'est plus utile quand il y a plusieurs enfants. Et encore, quand il y a plusieurs enfants, ils n'ont pas besoin de nous. Mais bon, ça peut être sympa voilà, pour leur proposer des choses. Mais quand j'ai juste mes enfants, en fait, j'ai pas tellement besoin de leur proposer quoi que ce soit. Et je parlais, voilà, il y a des parents qui aiment bien suivre. Alors, et aux États-Unis, je sais ô combien c'est très suivi, hein, tous les festivals. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, voilà, pour Oui. là bientôt, ce sera Halloween ou voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se produit chez vous? Ah Ouais. oui, oui, si, beaucoup, ouais, ouais. Ça, c'est très Waldorf, en fait, et ça, j'adore. Oui. Ouais, ouais. Oui, on fête chaque changement de saison. À chaque changement de saison, on fait une fête. Et ce que j'aimerais faire, c'est les fêtes. En fait, il y a 8 fêtes dans l'année, et les suivre un peu plus avec les enfants. Pour le moment, on n'a pas trop fait. Mais déjà, on fait les changements de saison. Et ça, c'est déjà très sympa et ils aiment beaucoup en fait. Donc, du coup, on fait des thématiques, on décore un peu. À La Haye, en entrant dans la maison, il y avait en fait sur le Granty, il y avait un panneau et on changeait en fait la décoration en fonction des saisons. Et on avait des petits éléments de la nature effectivement en fonction des saisons ou des petites choses qu'on avait fabriquées qui rappelaient la saison. Ouais, ça me fait aussi. Les livres, est-ce que vous avez un roulement dans les livres, dans des Oui, petits jeux? Ouais. oui, 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 ça, le roulement, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Dans les livres, en fait, ils sont rangés par thématique là maintenant. Je l'ai fait beaucoup plus en fait, de faire un roulement dans les livres et d'avoir même une petite bibliothèque où on présente quelques livres. Là, je le fais moins, c'est vrai. Mais ce que je fais, c'est que je les range par catégorie et quand je vois des livres qui peuvent être intéressants en ce moment, par exemple, je les mets dans leur chambre parce qu'ils en ont quelques-uns près du lit. Donc, je les propose en fait. Mais non, je le fais moins. Mais oui, oui, parce que c'est que là, on a une grande bibliothèque, cette grande bibliothèque que mon mari a construite. Mais sinon, non, sinon c'est. Et puis par contre, pour les jeux et le matériel, si je le fais en fait régulièrement, je regarde ce qui prend la poussière ou pas. Et j'essaie de ranger. Il y a un placard en fait où je range les choses. Je préfère qu'il y en ait moins et que ce soit utilisé, même si je vois que parfois c'est intéressant que ce soit à disposition parce que les enfants eux-mêmes en fait s'en emparent par moment ou pas. Il y a des choses, je vois bien que ça prend la poussière, ils n'ont même pas idée de s'en servir. Donc dans ces cas-là, soit je le mets ailleurs, soit je le range et je le ressors plus tard. Enfin, voilà. Vous avez eu des grosses déceptions comme ça avec un matériel ou une activité, vous disiez c'est génial et on n'est absolument pas intéressé, ça ne les a jamais attirés. Ouais, globalement, dès que c'est trop formel, ça les attire pas, hein, c'est du tout. Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour tous les enfants, mais je sais pas. J'ai l'impression que les miens, dès qu'ils ont l'impression qu'on essaie de leur apprendre un truc, ils s'enfuient en courant. Donc, Vous avez un exemple en tête, parce que je ne vois pas quand vous dites trop formel, oui, c'est-à-dire pas où le but pédagogique est trop évident en fait, quelque oui, chose c'est comme ça. ça. Si on essaye par exemple de travailler sur les lettres et que ça se voit, en fait, ça les intéresse pas. Par contre, régulièrement, ils me demandent d'écrire eux-mêmes un mot, ou alors on joue avec les sons, on fait des petits jeux, mon petit œil voit, ou des choses comme ça. Ou alors il me faut remarquer eux-mêmes que ça rime, ou alors on fait des jeux où parfois, par un moment, on faisait des jeux où dans la phrase, il fallait qu'il y ait le maximum de son on, donc ça faisait des trucs super rigolos. Alors ça, évidemment, ça leur plaisait énormément. Enfin, voilà, il faut que ce soit plus ludique parce que j'ai essayé au début de suivre, voilà, de me dire on va faire les étapes pour apprendre les lettres et tout, mais honnêtement, en fait, ils peuvent supporter 5 ou 10 minutes et après, je sais pas, ils sont excédés, quoi. Donc, bon, peut-être que c'est ma manière de faire. Je pense que le fait que je sois leur maman, ça n'aide pas non plus. Moi, j'allais dire peut-être qu'ils seraient dans un environnement plus scolaire, plus collectif.
Ça serait plus naturellement. À la maison, c'est un autre univers, ils ont d'autres attentes. Ma fille peut-être. Après, ce que je vois avec mon fils, quand il était dans son école Montessori en France, il avait l'âge qu'a ma fille maintenant, donc il avait 4 ans et demi. Il a eu 4 ans. Et ce que je vois, c'est qu'il a adoré son année, vraiment, parce qu'il a adoré avoir des copains, il a adoré jouer avec eux. Les activités du matin, les maîtresses me disaient, les enseignantes me disaient, non, ça va, enfin voilà, il écoute ce qu'on lui dit, il a appris plein de choses. C'est vrai qu'il a appris plein de choses hein, grâce à cette année dans cette école-là. Il a appris à déchiffrer, il a compris le concept des dizaines, des centaines. Mais en fait, après, j'ai eu l'impression qu'il les avait oubliés, donc je ne sais pas. Mais toujours est-il que lui, ce qu'il disait, c'est que ce qui lui plaisait, c'était de jouer avec les copains, surtout l'après-midi parce que c'était plus libre. Les activités du matin, bon, globalement, il les subissait, quoi. Donc, bon, je ne sais pas après. Après, s'il y a ce qu'il dit et la vérité, la réalité de l'instant quand il y était, hein, j'en sais rien. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un peu des deux. Il y avait sûrement des activités qui lui plaisaient plus que d'autres. Mais il le faisait parce que tout le monde le faisait. Mais sinon, spontanément, il ne serait pas allé. Par rapport à l'application de cette pédagogie, voilà, ou l'inspiration de cette pédagogie, un gros regret ou des choses que vous auriez fait complètement différemment? Alors, mon gros regret de maman, enfin, c'est pas un gros regret, mais si quand même, c'est par rapport, mais ça n'a rien à voir avec Montessori, alors vous le garderez sous les, mais c'est par rapport à l'hypersensibilité de ma fille, en fait, que je découvre, enfin, comment dire, ouais, que je découvre vraiment que récemment, parce que j'ai découvert des choses vraiment sur l'hypersensibilité, et qu'avant, je pensais que c'était un peu un concept fumeux, je me disais, bah oui, je sais bien qu'on est sensible et émotif dans la famille, les chiens font pas d'échecs, etc., mais d'avoir compris que c'est vraiment quelque chose qui est partagé quand même par 20% de la population, et d'avoir des clés pour comprendre ça, ça m'a permis vraiment de me détendre. Parce que sinon, avant ça, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de travers pour qu'elle se mette dans des états pareils? Parce que j'ai jamais pensé que les enfants faisaient des caprices et tout ça, mais enfin, n'empêche qu'il y a des moments quand on se retrouve dans des situations mais infernales avec voilà, un ou deux autres enfants et que c'est ingérable, à un moment donné, on se dit, il y a quelque chose que tout le monde regarde avec des yeux comme ça, on peut supporter une certaine dose, mais et ma fille, c'était dans des proportions incroyables, quoi. Et ça, c'est un truc, je pense, à vraiment encore plus démocratiser. Je pense que la plupart des enseignants en sont conscients, mais je vois que même en étant conscient, on n'est pas forcément conscient du degré que ça, jusqu'à quel degré ça peut aller, jusqu'à quelle proportion vraiment incroyable ça peut aller. Donc, le fait de le savoir, ça permet de se détendre et de se dire que c'est pas nous qui faisons un truc de travers, qu'il y a besoin d'être solide, d'être calme et d'attendre que ça passe et après de faire des choses entre deux. Oui, c'est peut-être plus quelque chose qu'on développe en neurosciences aujourd'hui, mais c'était des choses reliées à Montessori aussi, où on dit que les enfants ne font pas exprès de ne pas faire ce qu'on leur dit ou de se comporter comme on voudrait, mais c'est en effet quelque chose en amont qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore maturé dans le cerveau ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai que déjà on sait que le cerveau de l'enfant est immature. Puis au-delà de ça, vraiment, je pense que les enfants sont chacun différents et que enfin, Maria Montessori le disait, mais si on ne prend pas l'enfant tel qu'il est, on s'expose à des conflits un peu inutiles, je crois, en fait. Et sans fin, oui. On s'épuise Ouais. inutilement. Ouais. Oui, alors est-ce que vous auriez juste un petit message pour les parents comme ça qui ont envie de se lancer, qui ont envie voilà, d'embrasser le Montessori à la maison, alors soit en instruction en famille si c'est encore possible, voilà, comme parentalité finalement pour accompagner leur enfant. Est-ce que vous avez un petit message Oui, à passer? ouais. Je dirais que c'est de commencer le plus simple possible, en fait, se mettre la pression le moins possible, parce que ce que répète Maria Montessori à longueur de livre, et avec quoi je suis totalement d'accord, c'est que l'enfant est avant tout sensible à l'ambiance, en fait, qui est autour de lui. Il absorbe ça avant toute autre chose, avant les connaissances, avant quoi que ce soit d'autre. Il absorbe vraiment l'ambiance des personnes autour de lui. Et Maria Montessori, d'ailleurs, elle était très préoccupée par l'éducation à la paix. Et donc, si on se bat avec ses enfants pour qu'ils apprennent des choses, etc., si on se met la pression soi-même pour que tout soit parfait, en fait, on est contre-productif. Donc, avant tout, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans une attitude de vraiment observer l'enfant, le prendre comme il est, l'accompagner, comme je disais, vraiment être très observateur de ce qu'on peut faire pour l'aider,
pour éviter voilà, les conflits dans le quotidien parce qu'il a peur de faire quelque chose et qu'on s'en était pas rendu compte, ne pas se précipiter sur un tas de matériel et aller dehors. Aller dehors et prendre soin de soi aussi, comme maman, parce que je l'ai fait aussi, hein, mais quand on se met beaucoup d'exigences, au final, on finit par plus avoir l'énergie d'être souriant, disponible, et c'est ça dont l'enfant a besoin. Il n'a pas besoin d'ailleurs qu'on soit disponible tout le temps, et il a aussi besoin d'être tranquille et de faire ses trucs, et qu'il y ait voilà, qu'il y ait toute une partie de sa vie où on ne sait pas ce qu'il fait, et c'est pas grave, et tant mieux. Quand ils sont petits. Même quand ils sont petits, oui. Merci infiniment d'avoir partagé votre expérience Montessori à la maison, Montessori et autres d'ailleurs. C'est bien de s'inspirer de plusieurs choses. Avec joie, merci Jeanne pour ce moment.